Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, je vous ai déjà dit bonjour pour certains, je suis sûr, ce matin. On est tous autour de toutes ces personnes ici pour discuter de l'innovation en général et des hackathons en particulier. Alors avant de commencer, l'objectif c'est que ce soit assez interactif, on verra, on aura des questions à la fin, mais je vais proposer à tout le monde de se présenter. Dites qui vous êtes, quelle entreprise vous représentez et si vous avez quelque chose d'amusant à dire sur vous, n'hésitez pas. Emmanuel, tu commences. Bon alors, je vais rien avoir d'amusant à dire. Je sais pas ça. Non. Ça y est, ça marche. C'est bon. Voilà. Donc Emmanuel Métivier, je suis responsable d'un GIE qui appartient aux 49 caisses régionales du Crédit Agricole, qui s'appelle le Crédit Agricole Store. Donc ces 39 caisses régionales se sont regroupées pour promouvoir le développement d'applications mobiles. Et ça va passer par, on pourra l'expliquer par la suite, de la co-création, de l'ouverture de nos API. Et bien entendu, à un moment, vient le sujet du hackathon, dont on va parler ensemble tout à l'heure. Bonjour. Laurence. Laurence Cargent, donc je représente L'Oréal. Je travaille dans la division des produits professionnels, donc la partie B2B de L'Oréal. Et je suis en charge du digital chez nous. Et quelque chose de drôle, je suis très contente aujourd'hui parce que j'habite juste à côté. Donc c'est génial de faire une intervention à 17h ici. Simon. Bonsoir, Simon Coutel, je représente Vinci Autoroute. Chez Vinci Autoroute, je suis en charge des activités d'innovation dans les services et en charge du laboratoire d'innovation. Pour quelque chose de drôle, ça ne me vient pas spontanément, mais peut-être plus tard. Mehdi. Bonjour à tous, donc Mehdi Bouedi, je représente Anyfetch. Alors quelque chose de drôle, tout ce qui a été dit ce matin est vrai. Hein. On a vraiment dormi sur les lieux du Dreamforce au hackathon, dans la salle pendant 4 jours. Donc on n'était pas très propre à la fin. Voilà. En revanche, vous n'avez pas utilisé vos dollars pour payer l'hôtel. Non, effectivement, vous nous avez offert l'hôtel. Merci beaucoup, encore une fois. Cyril. Bonjour, Cyril Attia. Je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Be My App et on organise quelques hackathons. De temps en temps, on organise des hackathons. Et on fait ça depuis 4 ans et on est vraiment ravis maintenant parce que des grandes entreprises commencent à s'intéresser à ce sujet. Donc voilà, j'ai plein de choses à vous dire. Alors, j'ai envie de poser la première question. Simon, en quoi finalement les hackathons au sein de votre entreprise créent de l'innovation? Pourquoi finalement un hackathon? Alors pourquoi un hackathon? Donc, je vais présenter le contexte. Donc nous, chez Vinci Autoroute, on a véritablement lancé une démarche structurée d'innovation en septembre dernier, donc c'est tout jeune. Ce qu'on appelle le lab Vinci Autoroute, ça a quelques mois d'existence. Avant, on faisait aussi de l'innovation, mais de façon moins structurée, moins claire. Et le hackathon, il est venu parce qu'on s'est dit que dans le cadre d'une démarche d'open innovation et d'innovation dans les services, il y avait des idées qui pouvaient venir de l'interne. Il y en a plein. Il y a l'embarras du choix. Il y en a qui peuvent venir de l'externe, proposés par nos partenaires, fournisseurs ou des entreprises qu'on rencontre de manière fortuite ou opportune. Et ensuite, il y a toutes ces idées qu'on n'est pas capable d'avoir parce qu'on a nos œillères dans nos métiers, parce que nos partenaires, fournisseurs ont également un parti pris. Et en sollicitant la créativité de participants, étudiants, designers, développeurs, start-up, on se garantit l'originalité des idées qu'ils pourraient nous proposer. Donc c'est vraiment ça qu'on allait chercher, c'est de la fraîcheur et des points de vue décalés et des idées inédites. Emmanuel, Laurence, c'est la même chose pour vous? Alors nous, on a au Crédit Agricole Store une vieille tradition de co-création parce que c'était vraiment dans l'ADN de la création de ce Crédit Agricole Store. Cette co-création, elle passe par un site où nos clients viennent déposer des idées. On a aujourd'hui 300 idées sur le site. Ça passe aussi par des concours internes, ça passe par des ateliers de co-création qu'on fait en région. Et on s'est dit qu'un petit peu comme Vinci, il serait intéressant déjà d'amener un petit peu de sang neuf par rapport à la réflexion de tout ce qui est application mobile et de ce que ça pourrait apporter au niveau service à nos clients. Et la deuxième démarche, ça a été aussi de proposer plus largement à l'ensemble des développeurs nos API pour un petit peu les secouer,
pour voir si elles tenaient en termes de développement, si elles n'étaient pas trop compliquées, si elles étaient accessibles, sécurisées. Et donc, pour aller jusqu'au bout de ce test, on a considéré que les mettre entre les mains des maîtres du développement que sont tous les développeurs de ces hackathons, parce que c'est vrai qu'on l'a fait avec BeMyApp, ils ont réussi à trouver des gens qui étaient quand même assez calés, ben, ça pouvait être une bonne solution pour nous pour secouer un petit peu le système. Laurence? Alors pour nous, chez L'Oréal, l'innovation, c'est pas au sens où on l'entend ici avec les hackathons. Nous, c'est dans notre ADN. L'innovation, d'ailleurs, chez nous, la recherche et développement s'appelle la recherche et innovation. Donc tous nos produits, c'est de l'innovation. Et là, on s'est dit, ben, finalement, pourquoi est-ce qu'on n'apporterait pas ce côté innovation sur le marketing digital? Et donc, on était au bon endroit, au bon moment pour rencontrer BeMyApp. Et on a travaillé sur un concept pour apporter vraiment de l'innovation chez nous, couper le time to market et se dire, plutôt que de partir sur des projets tunnels qui vont durer on ne sait pas combien de temps et ni combien d'argent d'ailleurs, on est parti sur un projet test and learn via le hackathon. Donc grosse innovation pour une boîte de cosmétiques comme la nôtre. Alors peut-être avant qu'on continue, Cyril, tu peux expliquer dans les grandes lignes un hackathon, c'est quoi le déroulé, ça se passe comment, c'est quoi le processus? Alors en fait, il y a plusieurs types de hackathons. Ceux que nous on organise, on aime bien faire se mélanger différentes compétences, donc des développeurs, des designers et ce qu'on appelle des porteurs de projets qui vont avoir une idée en digital, donc ça peut être une application, ça peut être un objet connecté, et ces gens vont se monter en équipe un vendredi soir et ensuite bosser pour faire en sorte que ce projet existe le dimanche soir. Et donc c'est 48 heures non-stop de sprint pour essayer de délivrer un prototype le dimanche soir. Voilà les grandes lignes. Alors les porteurs d'idées, c'est quoi? C'est des écoles de commerce? Il y a de tout. Il y a de tout. On a effectivement pas mal d'écoles de commerce qui ont envie de monter leur start-up, mais on a aussi beaucoup de métiers. On va avoir par exemple des infirmières qui vont venir parce qu'elles ont un vrai besoin dans leur entreprise, dans leur métier au quotidien. Et elles sont sur une niche et un besoin qu'elles seules peuvent voir, et elles vont venir pour présenter cette idée. Donc on a vraiment de tout. On va aussi avoir des hyper créatifs qui ont des idées sur tous les sujets. Enfin, on a vraiment plusieurs types de profils, et c'est hyper intéressant justement de mixer toutes ces compétences et voir ce qui peut en sortir. Alors ça c'est intéressant, mais j'imagine qu'en interne, c'est pas forcément toujours facile de convaincre de faire un hackathon. C'est un peu différent dans la façon d'aborder les projets. Ça fait venir des personnes extérieures à l'entreprise pour parfois s'attaquer à des sujets qui sont assez sensibles. C'est quoi les freins, Simon? Alors, sur les freins de l'interne, je confirme, un hackathon chez nous, c'était une innovation de rupture en soi, le fait d'organiser ce type d'événement. L'originalité, c'était qu'en organisant cet événement, nous, chez Vinci Autoroute, on organise des événements lors d'inauguration de nouvelles sections autoroutières. Et nos cibles ou invités, c'est plutôt des cibles institutionnelles, politiques et institutionnels locaux. Là, on invitait des étudiants ou des startups dans des domaines de l'innovation et des services digitaux. Donc les freins, déjà, le premier frein, je dirais, c'était d'expliquer en interne ce que c'est qu'un hackathon. Voilà, c'est un concours, on va innover, on va développer des services, et ensuite on va voir si on peut les prolonger en réalisation concrète. Et c'était ça la difficulté. C'était permettre à nos sponsors et à tous ceux qui doivent adhérer au projet de bien appréhender ce que sera cet événement, qui a une dimension communication, adhésion locale et développement et innovation. Voilà. Laurence? Oui, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Nous aussi, c'était un frein d'expliquer ce qu'est un hackathon et d'avoir une adhésion en interne. Après, c'est vrai que quand on parle avec nos homologues dans d'autres industries, d'ailleurs, pas forcément que la nôtre, sur le développement applicatif, le plus dur, c'est souvent de mettre d'accord la DSI avec les métiers. Et là, je trouve que le hackathon, c'est une très bonne idée, parce qu'on peut associer dès le début l'IT avec les métiers. Nous, on l'a fait en mettant les deux dans le jury le jour J. Et donc, ça permet un petit peu de lever d'entrée les freins qui existent de toute façon à ce type d'innovation aujourd'hui en entreprise. Alors, c'est intéressant. Est-ce que du côté du Crédit Agricole, il y avait aussi dans le jury un mixte de profils, à la fois peut-être la direction informatique, évidemment, et des fonctions métiers? Est-ce que ça a permis de faciliter justement l'adoption Oui, mais pas pour les mêmes raisons. Je m'explique. En fait, il n'y a pas eu du tout de frein interne technique sur la mise en place de ce hackathon.
Pour nous, il était naturel, vu qu'on a ouvert notre système d'information avec des web services ouverts, de prolonger ce qu'on faisait avec nos clients, ce qu'on faisait sur le site internet. C'était naturel de le prolonger sous forme de hackathon, c'est-à-dire l'ouvrir à des développeurs extérieurs. Le vrai frein, par contre, il a été plutôt de se dire qu'est-ce que je vais faire du concept qui a été développé, de l'espèce de maquette qui a été développée en 2 jours. Le dimanche soir, j'en fais quoi? Est-ce que je vais mettre du fric sur la table? Parce qu'un hackathon, ça a quand même un coût. À quoi bon derrière? Et cette espèce d'équation qu'on doit malgré tout résoudre à tous les niveaux. Je mets de l'argent, qu'est-ce que je retire derrière? En termes de ROI, c'est vrai qu'un simple hackathon, ça ne nous aurait pas emmené grand-chose. Et ce qui est très intéressant, je trouve qu'on a réfléchi au concept du hackathon. Il nous semblait être insuffisant et c'est pour ça qu'avec Be My App, on a réfléchi à prolonger ce hackathon. C'est-à-dire que le hackathon a effectivement duré 2 jours de concept, mais pendant 1 mois, oui, un gros mois, donc en fait entre le 17 janvier et le 21 février, les développeurs, les 6 projets qui ont été issus du hackathon ont continué à développer, assistés par les équipes de Be My App, pour faire de ce concept une vraie application mobile. Et là, je pense que ça a facilité l'adoption, sachant que derrière, on a 6 applications mobiles, c'est un petit peu plus facile de faire prendre la décision d'organiser ce genre d'événement. Simon, je crois que tu voulais dire quelque chose. Oui, là, juste pour rebondir, donc, ce que je disais, voilà, c'était que le frein, c'était un frein pédagogique ou sémantique presque, c'est tout, c'est d'appréhension du sujet. Et en même temps, une fois qu'il a été levé et que les choses ont bien été expliquées, en interne, on n'a pas eu vraiment de frein, on a eu au contraire de l'élan, du dynamisme. Et ces questions sur la direction informatique qui a été sollicitée à un moment donné parce que dans notre hackathon, on mettait à disposition des données, donc il fallait les sortir, les mettre au format. Étonnamment, ça n'a posé aucune difficulté, alors que ça représentait un travail supplémentaire, inédit, puisque c'était pour la première fois qu'on faisait cet exercice. Et tout s'est parfaitement déroulé. Et le nôtre, on l'a organisé avec d'autres partenaires et des partenaires institutionnels. On l'a organisé à Bordeaux. Et partout, on a reçu un accueil chaleureux, dynamique, volontaire. Et une fois lancé, on n'a pas eu de difficultés majeures à l'organiser, si ce n'est que c'est un véritable marathon quand même à organiser. Hein. C'est vrai. Alors, en parlant de marathon, il y en a un qui en a couru un il y a quelques mois, Mehdi. Je parle du hackathon, hein, pas du marathon. Est-ce que tu peux nous donner un peu la vue intérieure? On parlait par exemple de l'incubation post-hackathon pour mener l'idée jusqu'au bout et en faire un vrai produit. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça a été pour toi et ton expérience personnelle, ainsi que tes camarades de l'INSA Lyon, puisque Mehdi était non pas au moment du hackathon, mais a été un étudiant de l'INSA Lyon. Alors effectivement, nous on a vraiment intégré le hackathon dans notre stratégie d'entreprise, puisqu'on a participé à 2 hackathons qui nous ont permis de valider tout simplement ce qu'on fait chez Anyfetch. Le premier, ça n'a pas été celui de Salesforce, ça a été le hackathon du TechCrunch Disrupt à Berlin, où en fait on a testé notre idée auprès de Box, qui est un groupe que vous connaissez certainement. Et on a eu un feedback positif et suite à ça, ça a validé en fait de manière itérative, on a validé notre concept. On a vu un minimum de traction, on a commencé à travailler avec cette entreprise-là et on s'est dit mais pourquoi pas utiliser les hackathons dans notre stratégie d'entreprise comme une méthode de validation de ce qu'on fait et se dire que si ça ne marche pas et qu'il n'y a pas de traction, on pivote. Donc on a vraiment cherché cette approche-là et au Dreamforce, on est arrivé en fait avec un nouveau concept. Et on y allait pour gagner, on n'y allait pas pour coder entre potes, quoi. On a mis de l'argent sur la table, on s'est payé les billets, on est arrivé là-bas et on a passé 4 jours à fond à sortir un prototype du produit tel qu'on l'imaginait et tel qu'on le voulait. Donc pendant le hackathon, on a testé le produit. Dès qu'on avait un petit mock-up qui fonctionnait, on allait voir des employés de Salesforce, on allait voir Guillaume, on faisait des démos partout. Et on itérait comme ça pendant le hackathon. Donc c'est aussi un vrai moyen de créer de la créativité parce que les gens qui sont présents sont ouverts. Donc je pense que pendant vos hackathons aussi, vous avez des professionnels qui sont là, qui sont prêts à aiguiller les participants pendant le hackathon. Donc à mon sens, c'est une vraie méthode de validation de l'innovation si on y met vraiment les moyens en tant qu'équipe. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le après-hackathon? Donc il y a le hackathon, ouais. Vous validez votre idée, vous la mettez en œuvre. Voilà, en tout cas partiellement. Le post-hackathon est aussi intéressant parce que... Alors effectivement, lorsqu'il y a de la traction, c'est intéressant. Après le premier qu'on a fait, on n'avait pas forcément de traction, donc on n'avait rien gagné, on était
parti perdant, donc bon, on s'est remis en question. Par contre, après le Dreamforce, on s'est dit, bon, voilà, faut vraiment y aller. On est arrivé 4e sur beaucoup, 4000 participants. Donc on était, Sur, oui, à peu près 4000 participants. Ouais. on était super contents. Et surtout, on avait trouvé un partenaire de choix avec Salesforce. Donc on s'est concentré sur le développement. Mais on a aussi rencontré notre premier client au hackathon, en fait. Donc en présentant notre produit à toutes les personnes présentes, on est tombé sur le DSI d'AXA, Franck Mouchel à l'époque, qui nous a dit bah, écoutez, on a un besoin, nous, on n'arrive pas à le résoudre, donc est-ce qu'on pourrait faire un test? Donc en fait, directement après le hackathon, on a démarré une preuve de concept. Et maintenant, AXA est un de nos clients. Donc le post-hackathon, c'est vraiment gérer la retombée post-événement, parce qu'on a de l'exposition, on a tout ça, et il faut délivrer. Donc on est vraiment attendu au tournant. Il faut, en tant que start-up, si on souhaite monter une entreprise suite à un hackathon, il faut se mettre en condition, parce qu'il faut consolider une équipe, il faut recruter, il faut y aller, quoi. Donc c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. Alors, une des questions qui vient souvent avec les hackathons, lorsqu'on fait un hackathon, lorsqu'un de nos clients, par exemple, va se lancer dans un hackathon, c'est quid de la propriété intellectuelle? Est-ce que tout ce qui va être développé m'appartient? Est-ce que, par exemple, Cyril, est-ce que tu veux un peu apporter un éclairage sur le sujet? Parce que c'est vraiment un sujet assez sensible et qui est important pour l'audience de comprendre. Alors ça, c'est un long travail d'évangélisation chez BeMyApp. En fait, à la fin de la hackathon, rien n'appartient à l'entreprise. Tout appartient aux participants. L'entreprise est là pour aider ses participants à être créatifs. Et globalement, lors d'un hackathon, il va y avoir une trentaine de projets potentiellement une trentaine de projets qui peuvent être développés. Globalement, sur 30 projets, de toute façon, l'entreprise ne sera intéressée que par quelques-uns. Donc il n'y a absolument aucune nécessité de détenir l'IP des 30 projets. Par contre, et c'est là où c'est très intéressant, et pour tout le monde, c'est que pour les quelques projets qui sont intéressants pour les entreprises, là, on va faire une démarche d'incubation. Et donc, on va travailler avec les projets pendant 1 mois, 2 mois, pour faire en sorte que ces projets sortent. Et pendant toute cette phase d'incubation, on va travailler au plus près des entreprises afin de faire en sorte qu'à la fin de cette incubation, on ait une expérimentation des projets avec les clients de l'entreprise. Et au cours de cette expérimentation, il va y avoir des relations commerciales, comme avec n'importe lequel de vos fournisseurs, vous allez pouvoir avoir une relation commerciale. Ça peut être un contrat, ça peut être un abonnement, ça peut être un rachat de l'IP. Après, c'est du one-to-one. Et vous êtes face à une population, de toute façon, comme l'a dit Mehdi, qui a envie de faire une relation commerciale. Il y a plusieurs types de hackathons. Quand un hackathon est fait par une grande entreprise, les gens qui y participent ont une logique commerciale derrière. Ils ont envie de faire des relations commerciales avec l'entreprise organisatrice. Donc, ils sont déjà dans l'optique d'avoir envie de faire des choses avec l'entreprise. Donc, nous, on est là ensuite pour... pendant les 2 mois d'incubation, essayer de créer des relations et essayer de faire en sorte que l'entreprise devienne le premier client des projets qui sortent de cet hackathon. Donc c'est pour ça aussi que le terme hackathon, c'est bien parce que ça permet tout de suite de comprendre de quoi on parle, mais il est quand même assez réducteur parce que ce qu'on fait aujourd'hui quand on travaille avec des grandes entreprises, c'est pas des hackathons, mais c'est des opérations qui vont durer 2 à 3 mois, pendant laquelle le hackathon n'est que le point de départ. Et ensuite, il y a toute une relation entre les projets et les entreprises qui va s'étendre sur 2-3 mois. Alors, on a parlé d'investissement. On a dit que le hackathon, c'est un investissement en termes de temps, même en termes d'argent. En termes de ressources, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les différents profils de personnes que vous faites venir à des hackathons pour vos différentes entreprises? Laurence, peut-être tu veux en parler? Oui. Alors nous, par contre, on est un petit peu différent des autres hackathons parce qu'on a profité d'un événement interne avec... donc on avait une quarantaine de personnes de 15 pays différents qui étaient de passage à Paris. Et on s'est dit, profitons-en, on va faire de la vraie innovation. Plutôt que de parler, on va walk the talk avec un hackathon. Du coup, on avait quand même pas mal de personnes réunies, aussi bien du marketing digital, ce qu'on appelle, que de l'IT, que de la stratégie et des directions de marque qui étaient présents le jour J. Et donc, on a mixé avec ces 150 développeurs à l'école 42. Emmanuel? Alors, en termes d'accompagnement réel du hackathon, on peut dire qu'on a mobilisé à peu près 2 personnes et demie en interne pour tout ce qui est accompagnement de l'événement.
On s'est largement aussi basé sur l'accompagnement de BeMyApp. Et en termes d'IT, on peut dire qu'on avait à peu près une personne à temps plein pour accompagner les développeurs dans à la fois la compréhension des API qui permettent de se connecter à notre système d'information et puis à la fois pour aider un petit peu au coding. Voilà, donc à peu, je dirais en tout 4-5 équivalents temps plein quoi, sur la durée de l'événement. D'accord, donc un investissement non négligeable en termes de temps. Alors, non négligeable, effectivement. La plupart des hackathons se passent sur le week-end. La réglementation du travail en France est quand même assez compliquée. Ça pose pas de problème. Alors on n'a personne des ressources humaines ici, mais est-ce que vous avez rencontré justement des freins liés au fait que ça se passe le week-end? Nous, là encore, on a changé les règles du jeu puisqu'on l'a fait en semaine. On a fait vrai. un jour de semaine et on n'a pas Et fait le réel 48 fait tout heures, différent. du coup. Parce que vous le valez bien. Je savais que ça sortirait. Est-ce que vous avez des réponses à apporter à ça? Enfin, nous, clairement, on n'a eu aucune problématique RH. Enfin, on a déjà aujourd'hui des astreintes à tous les niveaux. Il faut qu'un système bancaire fonctionne 24/7. Là, il n'y a eu aucun problème pour mobiliser à la fois nos experts informaticiens et à la fois les gens de ton côté, je pense, sur ce travail week-end. Non, ça n'a vraiment posé aucun problème. D'accord, on a parlé d'un certain nombre de projets qui sont issus de ces hackathons. On a dit que pour certains d'entre eux, ils étaient incubés au-delà du hackathon et ça pouvait durer un mois. Si on revient sur vos projets à vous, combien de ces projets ont aujourd'hui abouti ou combien sont en tout cas dans le pipe pour aboutir? Simon? Alors nous, le hackathon, il y a eu 50 participants. Ils se sont regroupés en une dizaine d'équipes. Donc on a eu 10 projets qui ont été développés. À l'issue du hackathon, on en a retenu 3. Donc ça, c'était mi-mai. Donc c'est assez récent, c'est tout chaud. Et notre logique, c'était ensuite de proposer à ces 3 équipes de les accompagner, les accompagner dans le cadre de notre lab, dans la perspective d'expérimenter leurs services. Donc on en est là. Le contact a été repris avec les équipes. Ce qui se fait, c'est que dans l'entreprise Vinci Autoroute, il y a un coach qui a été identifié, soit du marketing, soit de l'exploitation autoroutière, donc quelqu'un qui connaît bien le métier de l'autoroute ou les clients de l'autoroute et les problématiques du voyage et de la route, qui est là pour les conseiller, qui est à disposition 24 heures sur 24. Et on travaille avec eux pour aboutir à un prototype de leur service qui pourrait être expérimenté avec des clients de Vinci Autoroute. D'accord, voilà, donc il y a un projet concret qui là est dans... Il y a 3 projets concrets qui vont aboutir. Et en face, les équipes sont motivées. Laurence, Emmanuel? Alors nous, on a 30 projets qui ont été proposés le jour du hackathon. On en a retenu 3, dont 2 qui sont aujourd'hui, un qui va sortir dans quelques jours, et un en fait qu'on a choisi d'incuber pour le moment parce qu'on ne sait pas tout à fait ce qu'on va en faire point de vue de la marque, mais qui est très intéressant pour notre marché de la coiffure. Et donc on a choisi d'incuber vraiment sur le long terme, avec qui on est dans une relation contractuelle pour voir comment ça peut aboutir dans les 18 prochains mois. Alors nous, on a élu à l'issue du hackathon, donc à l'issue des 2 jours, on a donné 4 prix sur des équipes. Grosso modo, on aurait pu en tirer 3 applications réelles. Parce qu'il y en a un qui n'a pas fini, je dirais, son engagement. Et sur les 3 applications réelles, on en a retenu 2 aujourd'hui. Un qui devrait arriver dans les stores la semaine qui vient, et un normalement avant le 14-15 juillet, on espère en avoir le deuxième. Ce qu'il faut vraiment dire, je pense, c'est que le hackathon, c'est un gros run. Je pense que la vraie victoire du hackathon, c'est à la fin, quand l'application elle est réelle, elle est en store, et c'est presque là qu'on devrait décerner le prix, parce qu'on a quand même énormément de mal à accompagner ensuite la concrétisation de cette idée dans une application qui va être réelle, acceptée au niveau sécurité, correcte au niveau de la relation avec l'entreprise et ce qu'on en attend. Je pense qu'il faudrait faire 2 prix, le prix du week-end et puis le prix final. La prochaine fois, il faudra qu'on fasse un truc comme ça, je pense. Ah, c'est intéressant ce que vous dites, c'est que voilà. Oui, je te remercie. C'est étonné. C'est vrai, c'est la fin de la journée, je peux être étonné. Donc les applications qui sortent du hackathon, il y en a un certain nombre. Certains ne vont pas jusqu'au bout de ces applications, donc ça c'est déjà aussi quelque chose à prendre en compte dans le hackathon en tant que tel. Vous incubez certaines de ces idées. Là encore, parmi ces idées que vous allez incuber,
pour des raisons d'intégration avec le système d'information, de sécurité, etc. Il y en a encore certaines autres qui vont être dégagées. Donc finalement, on a vu sur des projets ou des idées, on peut avoir 30 idées sur un hackathon à la fin d'un week-end et finalement émerger avec une seule idée qui va être déployée dans l'entreprise. Donc, alors, nous, c'était un petit peu particulier parce que dans la banque, on a quand même des problématiques de sécurité qui sont très élevées. Et ça génère peut-être plus de déchets que dans d'autres domaines où il n'y aurait peut-être pas cette sécurité attachée au compte bancaire. Et voilà. Non, l'expérience est à peu près, je pense que c'est à peu près, Cyril, tu peux peut-être en parler, mais c'est à peu près le ratio, c'est-à-dire qu'il y a 30 projets, il y a 3-4 qui aboutissent. Généralement, c'est ça ? Exactement. C'est vrai que ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens font souvent ça en side project, donc c'est-à-dire qu'ils ont une activité aussi principale à côté, et donc et ça reste une aventure humaine. Donc après, des fois on s'entend bien avec son équipe, des fois pas, des fois on s'entend bien avec l'entreprise qui organise l'événement, des fois pas. Et puis des fois au boulot on a des rushs et on n'a pas le temps d'avoir un side project. Et nous, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que l'incubation, ces projets ont vraiment besoin d'aide. Après le hackathon, ils ont besoin d'accompagnement parce que on rentre dans de la gestion de projet qui est très particulière. Parce que justement, c'est un side project, parce que malgré tout, il y a une grande entreprise en face qui ne va pas du tout au même rythme que le projet. Et donc voilà, il y a plein de passerelles à créer en fait entre le projet et l'entreprise organisatrice. Et ça, c'est assez indispensable pour faire augmenter justement ce ratio. C'est vrai que quand on fait rien, on va dire qu'on peut espérer avoir peut-être une application qui va au bout. Par contre, quand vraiment on accompagne, on arrive à avoir des taux qui sont bien meilleurs. Alors, j'imagine qu'on peut être inquiet. Si je suis intégrateur, je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Je vois tous ces hackathons émerger, je vois des projets développés par des étudiants, par des startups. Est-ce qu'il n'y a pas risque qu'on me prenne un peu mon business ? Est-ce que quelqu'un veut répondre ? Est-ce que vous avez vu certains de vos prestataires, des intégrateurs, vous dire n'allez pas vers le hackathon, c'est risqué, ou au contraire, eux-mêmes participent parfois au hackathon ? Oui, déjà ça c'est une option. Nous qu'on a vu, on a eu certains de nos prestataires en fait qui étaient présents dans la salle pour participer au hackathon. Après, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que le seul objectif du hackathon, c'est pas uniquement l'application en tant que telle, c'est aussi, comme tout le monde en parle depuis ce matin, la transformation de l'entreprise. Et le hackathon, c'est quand même un vrai moyen de faire passer le message, comme quoi le digital, c'est pas juste un outil de communication, c'est pas juste de la pub. Et là, pour le coup, je parle surtout pour une boîte comme la nôtre de cosmétiques. Le digital, ça sert aussi à faire atterrir des projets qui vont contribuer directement au business. Et donc, c'est une nouvelle façon de travailler pour pouvoir mettre dans la même salle du marketing, de l'IT, des développeurs, là où avant c'était votre directeur marketing qui parlait à une agence, qui allait briefer des devs, qui allait voir avec leur communauté et où tout le monde travaillait en silo. Là on arrive sur une façon de travailler, donc c'est aussi un bénéfice de la journée et c'est un bénéfice y compris pour nos prestataires qui peuvent trouver une nouvelle façon de travailler avec nous. Alors on parle de bénéfices, est-ce qu'il y en a d'autres ? Par exemple, des bénéfices d'image, parfois d'organiser un hackathon, de faire venir des étudiants, de faire venir des startups. C'est aussi le moyen de faire découvrir son entreprise auprès de ce public et de peut-être donner une image un peu différente, essayer de recruter de nouveaux talents. Emmanuel ? Alors, nous, on n'avait pas du tout d'objectif de recrutement au sens RH, de talents codeurs ou autres. En revanche, en termes d'image, le fait de faire connaître nos API, le faire connaître l'ouverture de notre système d'information pour qu'un plus grand nombre derrière de développeurs s'emparent de ces API pour en faire des applications, là, faut pas se leurrer, l'objectif était aussi là. Hein. C'est-à-dire se faire connaître et mettre sur le marché ces API et de dire allez-y, c'est ouvert, amusez-vous avec. Et alors, est-ce que ça a marché ? Ça a marché, oui. On a fait... alors, je ne sais pas si il y a une corrélation de 1, mais entre le début de l'année et... donc, on a lancé le hackathon le 17 janvier. Donc, grosso modo, entre le 17 janvier et maintenant, on a fait plus 10 développeurs qu'on appelle les digiculteurs. Donc, c'est des gens qui participent au développement d'applications dans notre coopérative. On a fait plus 10 en même pas 2-3 mois, quoi, entre février et mai, là où on avait fait péniblement 20 en un an et demi, quoi. Alors, ça, c'est aussi un élément intéressant, c'est que
vous êtes tous devenus finalement des plateformes et que vous essayez d'attirer à vous des développeurs extérieurs qui vont bâtir un écosystème autour de vous. Parce qu'on l'a vu pendant la keynote, on l'a vu pendant toutes nos sessions. Il y a aussi comment créer des connexions riches, pas uniquement avec les objets dont on a parlé, mais aussi avec vos partenaires, avec vos clients. Ça, c'est quelque chose d'important. Par exemple, au Crédit Agricole. Oh, Vinci, pardon. Ouais, alors, sur l'aspect partenarial, c'est ça l'opportunité d'un hackathon pour nouer des contacts. Ça, nous, on l'a bien perçu, mesuré, puis mis en œuvre sur le hackathon d'Vinci Autoroute, parce que, en fait, un hackathon, c'est quand même un ovni dans l'activité, en tout cas de notre entreprise. C'est quelque chose qui ne ressemblait pas à ce qu'on avait déjà fait, je l'ai déjà dit, mais je le répète. Hein. Et en même temps, on partait de rien, on partait d'une feuille blanche, et ça nous a permis d'avoir un sujet avec des partenaires sur lequel on était sur une dynamique très positive, et ça a facilité certaines relations, ça nous a mis dans un contexte positif, on a mieux fait connaissance, ou fait connaissance tout simplement, et on a pu avoir des sujets de discussion ou des opportunités de se voir avec des partenaires peut-être avec lesquels on aurait plus de difficultés ou pas d'opportunités de se voir. Et donc c'est ça la richesse aussi d'un hackathon, c'est de faire des rencontres qu'on considérait comme pas forcément pertinentes ou en tout cas prioritaires. Et puis là, on a besoin, il est opportun pour ce hackathon de s'entourer de tel ou tel partenaire, de telle entreprise innovante, de telle start-up ou de tels institutionnels locaux. Et parce que une question se pose. Et finalement, on en ressort avec d'autres idées et des relations mieux développées localement sur un territoire ou pour d'autres opportunités business. On explique que le hackathon a tendance un peu à s'essouffler. En tout cas, on lit ça très souvent dans la presse spécialisée. Est-ce que vous avez l'impression que le hackathon s'essouffle? Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui a pour vocation à disparaître? Ou au contraire, un moyen, là encore, de créer de l'innovation dans l'entreprise et de faire... innover l'entreprise à pas à moindre frais, parce qu'on l'a vu que ça nécessite un certain investissement, mais en tout cas à démarrer l'innovation. Est-ce que c'est là pour durer? Est-ce que c'est... Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, on a une vraie croyance, c'est que dans les données, dans la multiplicité des données, et c'est un petit peu la promesse de l'open data, de l'open API, viendront les idées. Moi, je pense que c'est en croisant les données des différents systèmes d'information qu'on va vraiment apporter des valeurs nouvelles à nos clients en termes de services. Et tout de même, la formule hackathon, c'est une boîte de pétri quelque part. Hein. On va mettre des choses et puis on va voir comment ça évolue. Et ça reste malgré tout un bon laboratoire pour ce genre d'expérience. Je crois qu'effectivement, il y a un truc qui va s'essouffler, c'est le hackathon tout seul dans un coin pour une entreprise. Par contre, ce qui devrait exploser dans les années qui viennent ou dans les mois qui viennent, et j'aimerais bien qu'on puisse tous ensemble y participer, c'est justement ces hackathons basés sur des croisements d'API de plusieurs systèmes d'information. Alors le premier, on avait essayé un petit peu avec Cisco sur tout ce qui est communication avec les conseillers et avec la SNCF en essayant de regarder ce qui pouvait en sortir. Donc avec la SNCF, on avait une application assez sympa qui allait regarder dans les comptes la consommation réelle des personnes pour optimiser les achats mensuels SNCF. Mais je suis persuadé qu'avec d'autres entreprises, on est en train de travailler, on va pouvoir faire des mélanges encore plus dynamiques. Et le hackathon, ce que je dis, c'est vraiment la boîte de pétri dans laquelle vont se développer ces idées à partir des données qu'on va exposer en fait. Alors c'est intéressant. Simon, tu voulais dire quelque chose? Alors sur l'essoufflement, nous c'est notre premier, donc évidemment on n'est pas encore essoufflé. Puis on n'en a pas encore tiré tous les enseignements puisque les projets n'ont pas encore abouti au stade prototype. En tout cas, les applications ne sont pas publiées. Mais le lendemain du hackathon, moi de l'interne, la remarque que j'ai eue, c'est quand est-ce qu'on organise le prochain et à quelle échelle et sur quelle thématique. Donc ça a créé plutôt de l'envie en interne d'en refaire un parce que ça avait montré sa pertinence. Et surtout, je ne sais pas si ça peut s'essouffler. C'est sûr que quand on sera au deuxième ou troisième, mais la première vertu d'un hackathon, c'est qu'on va s'autoriser à imaginer des concepts qu'on ne s'autoriserait pas en temps normal parce qu'ils vont nous être proposés par des personnes qui ne sont pas de l'entreprise, qui ne sont pas du métier et qui n'ont peut-être même pas l'âge
d'être dans les postes qu'ils pourraient occuper plus tard dans l'entreprise. Donc on va avoir des idées folles et on s'autorise cet exercice-là, d'imaginer l'impossible. On refait l'exercice en interne le lendemain, on n'aura pas du tout les mêmes idées. Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent lors de hackathons, et je crois que du côté de L'Oréal vous l'avez expérimenté un petit peu, il y a des idées très disruptives qui peuvent faire peur au métier en disant mais non, on ne peut pas faire ça parce que si on fait ça, on risque de ne plus voir ce flux de revenus arriver chez nous. Comment on gère ça? Comment on gère le fait que parfois les idées peuvent faire peur? Et justement, je pense que c'est ça qui est intéressant et c'est aussi pour ça que je te rejoins. Je pense que c'est pas du tout un essoufflement. On est dans la 3e vague là, des hackathons, après les startups, après on a eu les services, maintenant on est dans l'industrie. Donc c'est vrai qu'on s'attaque, les hackathons se passent dans des boîtes qui ont un peu plus de force de communication et c'est pour ça peut-être qu'on en parle plus. Maintenant, c'est justement la force du process, et on en parlait tout à l'heure avec Cyril, c'est de se dire quand on est dans des grands groupes, on a quand même un chiffre d'affaires, un business classique à respecter. Et si chacun fait son job, on continue et finalement il n'y a pas d'innovation. Et ce matin, Marc Benioff disait l'innovation commence là où on prend des risques. Finalement, le hackathon, c'est un risque. Donc oui, c'est un investissement, oui, c'est une façon différente, mais ce sont des gens qui proposent des idées auxquelles on n'aurait pas pensé et en fait auxquelles on s'autorise même pas à penser. Et nous, en l'occurrence, une des idées qu'on incube, c'est quelque chose qu'on veut absolument pas qui sorte sur le marché sans nous. On n'aurait pas osé le lancer, mais du coup, on aide l'entreprise à se lancer. Peut-être qu'elle se lancera indépendamment de notre marque, mais en tout cas, on aura aidé à se lancer et on pense que c'est notre rôle aussi d'ouvrir le marché. Pour donner un exemple concret sur les idées folles qu'on s'autorise pendant un hackathon, c'est que donc nous, le process interne du hackathon, c'était très classique, c'était géré comme un projet très classique avec un comité de pilotage où il y avait des représentants du top management. Et ensuite, le hackathon qui s'est déroulé, et ensuite la détermination des équipes lauréates qui a été discutée en interne avec des managers de bon niveau. Le projet lauréat qui a eu le prix numéro 1 et donc la dotation financière la plus importante, c'est un service qui, à un moment donné, peut inciter l'utilisateur à faire du vélo. Moi, je viens de Vinci Autoroute. Voilà. Cette idée-là, on ne l'aurait pas eue sans le hackathon. D'accord. Donc le risque, oui. Oui, le risque, oui. Mais qui n'est pas perçu comme un risque, qui est perçu comme une opportunité d'être original et d'aller sur des terrains sur lesquels on n'irait pas sans cette dynamique-là. Alors, est-ce qu'il y a des hackathons où finalement on organise ce type d'exercice, mais avec plutôt des gens à l'interne? Et est-ce que finalement ça peut exister un hackathon interne? Cyril? Oui, on en fait régulièrement aussi. Et d'ailleurs, je pense que ça rejoint aussi la question d'avant. Est-ce que le hackathon va mourir? En fait, il faut revenir à la base de qu'est-ce que le hackathon? C'est juste une nouvelle manière de bosser. Et est-ce qu'une manière de bosser qui va plus vite peut mourir? Je crois pas. Je crois que ça va très certainement s'appeler différemment. Quand les grands groupes vont organiser des hackathons, ça va très certainement pas faire la une des journaux comme ça a pu le faire avant. Maintenant, est-ce qu'on va arrêter une méthode qui marche et qui permet d'innover plus vite? Je pense pas. Et aujourd'hui, on est plutôt en mode comment l'intégrer en interne dans les process des entreprises. Et nous, on fait régulièrement des formations et des hackathons en interne pour essayer d'innover à l'intérieur des grands groupes et essayer justement de casser un petit peu les cloisons qu'il y a entre les différents services et faire résonner les grands groupes en mode projet et non en mode stratégique ou politique, mais vraiment se focuser sur le produit. Et ça marche plutôt bien. Alors quand nous, on le fait en interne dans les entreprises, on axe plus sur la formation que quand on peut le faire en externe. Donc on fait beaucoup de formations sur la gestion de projet ou sur les nouvelles technos. Quand on doit, par exemple, impliquer des DSI, on va faire des formations sur les nouvelles techniques de prototypage. Quand ça va être du marketing, on va faire des formations sur les analytics, sur le gros hacking, sur toutes ces nouvelles techniques marketing. Et ensuite, utiliser le hackathon comme une manière en fait, de mettre en pratique tout ce qu'on a appris et essayer de raisonner vraiment en mode projet. Laurence? Puis interne, oui, moi je crois aussi que ça pourrait aider à faire tomber les silos dans les grands groupes, mettre tout le monde en mode hackathon, mais aussi il y a des idées un peu folles, nous, qui ont commencé à germer. Alors pour l'instant, on
On n'y est pas encore, mais pourquoi pas faire des hackathons avec des consommateurs. Demander à une consommatrice quel est votre produit rêvé de maquillage, de coiffure. Finalement, c'est une idée. Si on les met à travailler avec des gens de chez nous de la recherche et des marketeurs, peut-être qu'on aura un concept qu'on n'a pas encore trouvé aujourd'hui. C'est une bonne idée. Une remarque sur le fait que les hackathons s'industrialisent et s'intègrent dans les processus d'innovation des entreprises. Donc ça, moi j'ai qu'une expérience d'un hackathon, donc je ne peux pas avoir de recul là-dessus. Et je te crois sur parole. Mais quelque chose qui m'a agréablement surpris et qui va dans ce sens, c'est que nous, les participants qu'on a eus au hackathon, on a bien senti qu'ils ne venaient pas en mode touriste du tout. Ils étaient préparés. Et c'était un peu le sens de ton témoignage. On sent qu'ils ont de la bouteille, ils en ont déjà fait, c'est des professionnels du hackathon presque, et ils viennent pas là parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Nous, on l'a fait à Bordeaux, et ce week-end-là, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait aussi beau. Sur Bordeaux, je pense qu'on sortait d'un mois de pluie, et là, il faisait 29 degrés. Donc ils auraient trouvé autre chose à faire, mais ils venaient vraiment pour tester un concept dans lequel ils croyaient, ils s'étaient préparés, on leur avait donné suffisamment d'éléments en amont, donc vu le niveau de production, au bout des 48 heures, ils étaient peut-être partis lancer déjà. Mais voilà, il y a une professionnalisation des participations au hackathon, je pense. Enfin, c'est l'intuition que moi j'en ai. Alors si on change un peu d'angle, on va revenir à Mehdi un petit peu. Tu n'étais pas seul évidemment pour ce hackathon, vous étiez une équipe. Qu'est-ce qui est arrivé à tes petits camarades? Que deviennent-ils? Alors, on était 4 effectivement. Il y en a 3 qui étaient à l'époque encore étudiants et qui avaient un stage à faire. Il y en a 2 donc qui sont chez Salesforce et un autre qui est maintenant étudiant à Berkeley. Donc voilà, ils étaient en stage chez nous l'an dernier, ils viendront sûrement au projet de fin d'études l'an prochain, ils ne seront pas chez vous. Voilà. Et ils continuent à nous aider malgré la distance. Donc c'est un élément aussi qui fédère une équipe autour d'un projet qui est tellement intense qu'en fait on partage un moment où lorsqu'on ne dort pas pendant plusieurs jours, on a du mal à réfléchir droit et c'est assez difficile. Mais du coup, on est restés vraiment, vraiment amis et ils sont vraiment maintenant partie prenante de l'entreprise qui a été créée. Voilà. Alors, je ne sais pas si ici tout le monde a conscience de la façon dont fonctionne un hackathon et donc à l'issue de ces 48 heures, quand tout le monde développe une application et doit la présenter, cette présentation se fait en vraiment très peu de temps. Mehdi, est-ce que tu peux expliquer comment ça s'est passé, par exemple, pour le hackathon de Dreamforce? Oui, alors je peux l'expliquer, mais ne regardez pas la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Donc, comment ça s'est passé? Eh bien, on sortait de 3 jours de code et de travail intensif. Et le lendemain matin, il y avait la keynote finale du Dreamforce. Donc, le Dreamforce, 150 000 personnes à San Francisco. Bill 150 000, Clinton, Hillary 000. Clinton, voilà, le plus grand événement business du monde. Et pendant la keynote finale, en fait, les 5 projets finalistes étaient présentés. Donc on avait 2 minutes sur scène, il me semble, plus ensuite voilà, la remise des prix. Et on a présenté en live, une démo live devant tout le monde, on ne savait pas si ça allait marcher. On a eu de la chance, ça a marché. Voilà. Et il y a une anecdote aussi avec Marc. Alors laquelle? Laquelle hormis le selfie, il vous a précisé que si lui avait été membre du jury... Ouais, alors ça fait un peu mal parce que effectivement, c'est un peu dur, j'en conviens. Voilà, il y a eu plus de 2 millions de dollars. Il y avait plus de 2 millions de dollars de prix, donc on espérait bien sûr avoir le million de dollars. Ça nous aurait permis de faire plein de choses, de travailler, de beaucoup travailler bien sûr. Et en fait, en arrivant sur scène, juste après être passé, Marc a dit, je cite, c'est l'apothéose de notre vision. Enfin, c'était dans sa phrase en parlant de nous. Donc là, on s'est dit, waouh, c'est extraordinaire, on va peut-être gagner. Donc là, on se voyait déjà prendre une semaine de vacances après avec le million de dollars, mais bon, non, on n'a pas gagné. Et Marc Benioff, on a remis une couche après en nous disant, si ça avait été moi, je vous aurais donné le premier prix. Bon, on était un peu dégoûtés, mais on était quand même très contents d'avoir... parce qu'on était venu là pour tester une idée dans un processus d'innovation qui allait durer après. On a vraiment créé une entreprise depuis, on est 8 personnes maintenant, on a une dizaine de clients, donc ça démarre fort pour nous.
Et avoir cette validation-là d'une personne comme Marc, c'était juste extraordinaire pour nous. Donc, on a bien fait d'y aller. Ah, je crois que quelqu'un veut savoir quelle est l'idée, c'est ça? Est-ce que tu peux Quelle est parler, est-ce que l'idée? tu peux dire ce que vous aviez développé Alors, bien pendant le sûr. hackathon? Bien sûr. Alors, nous, on édite AnyFetch, qui est un moteur de recherche d'entreprise. Donc, une solution qui permet de rechercher dans des données très différentes au sein de l'entreprise, directement sur mobile. Et donc, c'est un peu comme Google, mais pour l'intérieur, enfin, à l'intérieur de l'entreprise. Et on a voulu appliquer cette idée-là au CRM, donc à Salesforce, pour que lorsqu'un commercial qui a 10 rendez-vous clients dans la journée doit préparer son rendez-vous suivant, plutôt que de passer une demi-heure à chercher dans ses mails, ses fichiers, ses notes sur Evernote, les données qu'il a partout, eh bien, il est une timeline et qu'en 10 secondes, il est tout le contexte dont il a besoin pour préparer son rendez-vous. Donc c'est un des use cases qu'on pousse, mais les commerciaux adorent ça. Donc voilà, on s'est dit que le meilleur moyen de le tester, c'était d'aller participer à ce hackathon-là. Et voilà. Et vous étiez, il y avait 2 équipes françaises, je crois, hein, dans tout le hackathon. On était 3 équipes françaises. 3 équipes françaises. Il me semble, ouais. D'accord. Pas beaucoup de Français, malheureusement. Non, pas beaucoup de Français. Ouais. Cyril, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer un peu le déroulé d'un hackathon au sens plus dans le détail? Alors, comment ça se passe? C'est quoi? Il y a des soirées, les gens dorment où? C'est organisé où? Comment ça se passe? Alors généralement, ça se passe le week-end, donc ça commence le vendredi soir. Les porteurs d'idées ont 1 minute pour présenter leur idée, 1 minute, une slide. Ensuite, nous, on le fait comme ça, la formation des équipes. On donne un saut aux porteurs d'idées et des jetons de poker à l'audience, donc développeurs, designers et marketeurs ou business, le cas échéant. Et ensuite, c'est la chasse aux jetons. Donc les porteurs d'idées vont aller discuter un petit peu avec tout le monde pour récupérer le plus de jetons possible. Pour nous, c'est un bon moyen de faire en sorte que les gens se parlent et que les équipes se créent. Ensuite, les équipes sont créées le vendredi soir. Et ensuite, ça bosse jusqu'au dimanche vers 18-19 heures. Donc nous, tout au long du week-end, on va mettre des deadlines pour éviter en fait justement que les gens réfléchissent trop sur le concept, etc. 48 heures, ça passe très vite. Et souvent, on voit qu'il y a des brainstorming qui peuvent durer plus d'une journée. Donc on va mettre en place des deadlines pour faire des rendus réguliers. Et ensuite, à partir de 19h, c'est les présentations finales. Là, grosso modo, ça dépend du nombre d'équipes, mais on va laisser entre 3 et 5 minutes de démo. Et là, vraiment, on veut de la démo. On ne veut pas du PowerPoint. Il peut y avoir du PowerPoint pour expliquer un petit peu la vision, le marché, mais le gros de la présentation, c'est de la démo fonctionnelle de ce qui a été développé. Et en face, il y a un jury qui peut être composé alors, de membres de l'entreprise, de blogueurs, d'experts, aussi de clients, c'est souvent intéressant, de clients finaux. Et ensuite, donc, on délibère. Il y a des critères qu'on définit. Globalement, on va faire un critère sur l'innovation, sur l'exécution, sur le potentiel le business, sur les intégrations avec les différentes API, etc. Et puis à la fin, on élit des gagnants. Donc ça peut être 1, ça peut être 3, ça peut être 5. Voilà. Donc on a souvent aussi la question des prix, quel prix il faut donner. Globalement, on aime bien remettre une petite dotation, mais pour nous, le plus intéressant, ça reste quand même l'accompagnement qui est fait après l'événement. Et on a des exemples, notamment j'en ai en tête avec Laurence, d'une équipe qui continue son projet, qui vient chez nous tous les jours pour justement le développer. Et L'Oréal a investi pour donner encore plus de contenu à cette équipe. Et c'est une somme qui est quand même pas négligeable. Et ça, c'est la meilleure des dotations. C'est pas, voilà, donc c'est sur tout ce qui est accompagnement post-opération. Nous, on préfère donner ce genre de dotation et faire en sorte que les équipes et les relations continuent après l'événement. Je pense qu'on va peut-être vous poser chacun une question très simple. C'est les 3 conseils que vous donneriez ici à l'audience pour organiser un hackathon et pour que ça se passe le mieux possible. C'est quoi? Je commence par toi, Emmanuel. Alors,
Déjà, peut-être s'appuyer sur une structure qui a l'habitude de faire ça. C'est vrai que ça ne s'invente pas. L'autre chose, c'est que, et je pense, et on ne l'a pas fait, et ce serait à refaire, je pense que c'est un des écueils dans lesquels on ne tomberait pas, c'est d'associer à chacune des équipes retenues pour aller plus loin que le hackathon, c'est-à-dire dans l'incubation éphémère, associer la présence d'un sponsor interne, alors un parrain, vous l'appelez comme vous voulez, qui va permettre de simplifier plein de choses et en plus d'impliquer l'entreprise et d'accompagner le changement, parce que tu parlais tout à l'heure de changement de mentalité, il faut l'accompagner. Donc impliquer quelqu'un sur chacune des équipes en interne, je pense que ce serait vraiment plutôt une bonne idée. Voilà. Et puis le gros enjeu, bien sûr, faire très attention, c'est comment on va constituer les équipes, arriver à trouver les bons développeurs, aller chercher les développeurs, aller fabriquer presque cette espèce de mini start-up qu'on est en train de créer. Et ça, c'est tout un enjeu sur lequel il faut bien veiller. Ça en fait 3. Bon, on se rejoint un peu. Trois conseils pour le hackathon. Nous, c'est vraiment bien se préparer. Donc aussi bien avec les prestataires pour trouver les bons partenaires en externe qu'en interne, en faisant un peu de pédagogie. Utiliser vraiment les 48 heures. Et là, nous, on a un peu changé les règles du jeu et je pense que c'est dommage, on a fait beaucoup plus court. Mais 48 heures, ça passe très très vite et c'est nécessaire vraiment pour sortir un nombre d'applications, on va dire, suffisant pour choisir. Et enfin, vraiment, cette période d'incubation derrière, je pense que c'est le plus important. Nous, on l'a fait, on a donné un sponsor à chaque projet et c'est grâce à ça aujourd'hui que ça vit et que ça va atterrir dans quelques semaines. J'en ajouterai pas forcément 3 parce que bon, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais sur les bonnes conditions à rassembler, alors chez nous, on va dire notre sponsor, c'était le PDG, donc c'était plus simple. Voilà, c'était faites-le vite. Donc ça aide beaucoup. Après, c'est le recrutement des participants parce que en fait, c'est un vrai défi, une vraie source de stress. C'est pas comme un concert où la place elle vaut 100 € parce que là c'est gratuit. Donc en fait jusqu'au jour J, on ne sait pas s'ils vont venir. Donc il faut bien travailler, donc bien s'entourer pour aller recruter les participants et bien travailler ce sujet. Et ensuite une fois qu'ils sont là, il faut les garder. Et donc là, je pense qu'il faut bien mobiliser l'interne, parce que si l'interne est présent et que que des experts métiers dans l'interne sont là pendant les 48 heures à accompagner les participants, la qualité des projets qui sera livrée à la fin sera directement corrélée en fait à l'implication de l'entreprise pendant chacune des heures des 48 heures du hackathon. Parfait. Mehdi, peut-être avec un angle différent, les conseils à donner à ceux qui participeraient à un hackathon. Oui, plutôt, parce que j'ai pas beaucoup de conseils à donner sur l'organisation. Je ne saurais pas le faire. Par contre, du côté des participants, ce qui est vraiment important pour eux, enfin, ce qui a été important pour nous au Dreamforce et dans les autres hackathons qu'on a pu faire, c'était le contenu sur lequel on pouvait travailler. Au Dreamforce, on a pu travailler sur l'ensemble de la plateforme Salesforce. On a découvert ExactTarget, on n'avait pas du tout pensé en amont l'intégrer. On l'a intégré. On a découvert Salesforce One le matin même, donc on a complètement changé de stratégie avant même d'avoir démarré. Bon, là, ça prouve qu'on peut développer quelque chose sur Salesforce One très vite. On a la preuve vivante. Oui. Ah, complètement. C'est ça? D'accord. Il n'a pas été payé. Voilà. Non, là, voilà. La question du contenu est primordiale parce qu'un développeur qui participe à un hackathon, il vient aussi pour se former, apprendre de nouvelles choses et se construire son GitHub, donc son CV. Donc voilà, c'est aussi un point clé. Donc l'ouverture des API que vous avez faite, c'est quelque chose vraiment d'excellent. Hein. Je trouve ça très courageux. Et donc ça, c'est un premier conseil. Après, un dernier, je vais m'arrêter là. C'est vraiment d'être transparent sur les règles. Il y a parfois des problèmes pendant les hackathons, des critiques parce que les participants ne sont pas d'accord avec le classement final, les règles de sélection. Mais je pense que les hackathons vont se professionnaliser et que les participants vont aussi comprendre que c'est un business derrière. On y va de manière très professionnelle en tant que participant. Et voilà. Je ne sais pas si c'était très clair, mais très clair. Le point est là. Je crois que tout le monde a compris. Cyril? Je vais essayer d'en donner des nouveaux. Alors, je rejoins Mehdi sur la partie formation. C'est vrai que
pourquoi les participants viennent, c'est aussi pour découvrir des nouvelles choses. Du coup, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est en amont du hackathon, faire une soirée de lancement qui soit plus un atelier dans lequel on va pouvoir présenter soit des jeux de données, soit même former les porteurs d'idées en les faisant rencontrer des clients finaux. Et donc les pitchs, par exemple, vont être faits auprès de clients finaux, et puis on va avoir un feedback direct sur son idée pour savoir si finalement mon idée est bonne, est-ce qu'il y a un débouché, etc. En fait, essayer vraiment d'apporter quelque chose en termes de savoir, que ce soit aux développeurs, que ce soit aux porteurs d'idées, que ce soit même aux designers, en faisant justement au cours d'une soirée de lancement des petits ateliers qui vont vraiment leur permettre d'apprendre des choses, quoi. Ensuite, je dirais, alors oui, il faut mobiliser des gens en interne après le hackathon, mais moi, ce que j'aimerais en fait pousser, c'est même carrément communiquer sur une expérimentation. C'est-à-dire, ce qui est toujours mieux quand on bosse sur un projet, c'est de voir le bout du tunnel. Et si dès le départ, on arrive à communiquer sur une expérimentation faite au bout de 2 mois après le hackathon, alors les projets ont un but et savent après quoi ils sont en train de courir. Et ça, c'est souvent l'expérimentation vient après l'événement. C'est-à-dire qu'on a fait l'événement, on est en train de faire l'incubation et là, on essaye de mettre en place une expérimentation. Ce serait beaucoup plus intéressant de communiquer ça dès le départ, en se disant, vous participez à cet événement, 2 mois après, vous faites cette expérimentation, et tout est assez défini dès le départ. Ça demande un petit peu de travail en amont, mais en termes de valeur, c'est quand même pas mal. Et ensuite, le 3, ce serait peut-être aussi de communiquer, parce que malgré tout, ce qu'on a fait ensemble, c'est plus qu'un hackathon. C'est tout un processus qui dure assez longtemps. Et on a ces vraies tendances, parce que c'est un buzzword en ce moment, de communiquer sur le hackathon, mais ça va beaucoup plus loin. Et je pense qu'en termes de communication, c'est intéressant aussi de communiquer sur l'ensemble de l'opération et pas seulement sur le hackathon. Donc voilà, donc réfléchissez bien à l'opération que vous êtes en train de monter. Souvent, elle va au-delà du hackathon. Essayez de préparer tout du début jusqu'à la fin, pas juste se focuser sur le hackathon pour le lancer le plus rapidement possible, et commencer la communication dès le départ sur l'ensemble de l'opération. Merci Cyril. Alors, on a un peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que vous souhaitez poser quelques questions? On a le temps pour 1 ou 2 questions. Pas de questions, tout a été si clair. Incroyable. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle ici qui ont déjà en tête éventuellement de faire un hackathon? Levez la main. Promis, je ne vous poserai pas de questions. Ah, 1 personne. 2. Ah, quand j'ai dit que je ne poserai pas de questions, les mains se lèvent. C'est intéressant. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir échangé un petit peu autour du thème des hackathons. Je crois qu'en gros, si je résume, c'est bien un moteur de l'innovation, que le hackathon, finalement, ça n'est que le début, l'étincelle pour cette innovation, et qu'il faut réussir à l'amener jusqu'au bout en incubant tous ces projets issus du hackathon, que ça nécessite une certaine organisation, qu'il faut vraiment s'investir, peut-être même avoir le niveau de soutien le plus haut possible. Alors, peut-être pas tous le PDG impliqué dans un hackathon, mais en tout cas, vraiment avoir la direction de votre entreprise supportive de ce type d'événement, qu'il faut voir cet événement comme n'étant pas un événement ponctuel, mais vraiment qui s'inscrit dans la durée. Et alors, ma dernière question à tous, ça va être un autre hackathon bientôt? Emmanuel? Fin septembre. Fin septembre? C'est dans le pipe, on n'a pas la date. C'est dans le pipe, pas encore de date. Simon? Le prochain rendez-vous, c'est d'expérimenter les services qui ont été L'Oréal. D'accord. Mehdi? Ouais. Ouais. On a une autre idée en tête à tester. Là. C'est vrai? Ouais. Super. Et Cyril, j'imagine qu'il y en a plein. Ouais. Il y en a bientôt d'ailleurs. On en a un demain? On en a un demain. Donc je vous invite d'ailleurs à venir. C'est à l'école 42. C'est avec GDF Suez et on fait ça avec les outils de Salesforce. Donc ça se passe à partir de 19h. Donc je vous invite, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça peut ressembler, je vous invite à passer. Et après, nous, on a pas mal d'événements en cours. Donc sur le site bimayap.com, vous pouvez voir un petit peu toute notre actu. Et on organise Salesforce, un hackathon
mondial qui a lieu au mois d'août, juillet, août. Et tout le monde peut s'inscrire. Donc on tourne dans certaines villes. Pour l'Europe, ce sera Londres. Donc si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des personnes susceptibles d'être intéressées, n'hésitez pas à les rerouter vers ce hackathon dont le lien est summerofaxe.com. summerofaxe.com. Voilà, merci à tous, merci à toutes. Et puis écoutez, à très bientôt.